Maintenant, on commence notre dernière session de la journée avant la réception et avant la visite de la secrétaire parlementaire. Cette session est par rapport à la voie à suivre. C'est la préparation pour la voie à suivre. On a jusqu'à demain, mais il y a tellement d'idées qui ont été brassées aujourd'hui sur la voie à suivre pour ceux qui ont des lacunes, des opportunités et c'est des défis. Et aujourd'hui, pour nous parler et pour nous présenter des points d'action proposés pour notre voie à suivre, c'est Irina et Shaida. Vous avez vu Irina et Shaida, mais vous n'avez pas rencontré formellement Ariane qui n'est pas le chef de CRDI, pas encore, mais on a voté pour lui, pour qu'il soit à tête du CRDI. Ariane est le directeur pour le programme sur l'économie inclusive et où il y a le programme pour la santé maternelle et infantile. Et il s'occupe de la recherche des politiques, l'édification des capacités et les politiques économiques, la gouvernance. Il était à la tête du programme du CRDI sur la réduction de la pauvreté et qui visait des opportunités de croissance pour les femmes. Avant d'être au CRDI, il était à la tête du programme des Royaumes-Unis pour la collaboration internationale et il a étudié les études sociales aux Pays-Bas, à Guelph, à l'université de Sussex au Royaume-Uni. Souhaitons la bienvenue à Ariane pour conclure nos travaux. La main de choses vont être faites. Shaida et Irina vont présenter des diapositives sur les idées proposées sur la voie à suivre, des messages clés sur la voie à suivre avec des messages pour Ariane pour renforcer notre résolution pour notre voie à suivre. Et puis ensuite, on va vous dire comment, à quelle heure est-ce que la secrétaire parlementaire se joindra à nous. Voilà. Et en tout cas, Shaida, vous avez la parole. Allez-y. Il se fait tard cet après-midi. Oui, je ne suis pas à la tête du CRDI et je ne voudrais pas que le chef de CRDI entende. Ce serait pour être la fin de ma carrière. Là. Attention, on ne va pas faire circuler cette rumeur. Je pensais que c'était un compliment, mais il ne faut pas que ça sorte de cette salle. Merci beaucoup de l'opportunité de me joindre à vous. Ça fait grandement plaisir de travailler au CRDI, quel que soit le poste, parce que c'est une grande opportunité d'apprendre sur les différents enjeux qui se posent à nous. Et vous avez vu dans mes commentaires que je ne suis pas un expert sur le CEC, mais je voudrais vous parler de comment est-ce que le CEC s'inscrit dans d'autres domaines et surtout dans le domaine de nos différentes plaidoyeries. Murtaza, je vais vous demander, comment est-ce que vous traitez de cela? Et ma femme n'a pas... ma femme elle-même n'a pas encore son certificat de naissance. Je lui dis, le certificat de naissance est très important. Et puis elle me dit, oui, je le sais. Mais enfin, je dois vous dire que cet événement n'est peut-être pas important pour vous, mais j'ai beaucoup appris, moi. Et je pense que ma petite expérience personnelle est très importante parce que ça montre à quel point est-ce que cet enjeu est important, peu importe où on est, qui nous sommes. On n'a pas parlé du Canada, de l'expérience du Canada, l'expérience des immigrants. Et le Canada a une réalité pour voir que le système arrive à gérer cela à la réalité d'une société inclusive. Je ne pense pas que ce soit le cas pour tous les autochtones au pays. Il y a des ressources qui montrent qu'il y a peut-être pas beaucoup de personnes au sein de la collectivité autochtone au nord du Canada qui n'ont pas
certains aspects de l'inscription à l'état civil à différents niveaux, mais ça va vous montrer que c'est une problématique qui est aussi important ici, aussi important pour nous. D'un autre côté, bien entendu, et ce qui ne serait pas une nouvelle pour qui que ce soit pour vous, mais vous vous souvenez de la présentation de lui qui montre les grandes lacunes dans l'inscription qu'il y a dans les collectivités rurales en Afrique de l'Ouest et au Burkina spécifiquement. Donc, l'envergure de cet enjeu est très claire et dans chaque cas, il nous faut des solutions qui diffèrent. Les deux choses auxquelles moi je pense, et à partir d'un point de vue peut-être académique et d'un point de vue pratique, c'est qu'il y a l'enjeu des problèmes techniques. Donc, à partir du moment où on parle de volonté politique, moi, je voudrais souligner la réalité que cela va au-delà de la volonté politique quand on parle d'inscription à l'état civil. Il y a des grandes lacunes. Dans la présentation de lui, on a parlé de plusieurs choses, mais dans les différents contextes évoqués, les lacunes touchent à différents domaines du développement. Nous avons les CEC comme étant une facette des problématiques, mais vous avez des chevauchements dans les lacunes de services et des manquements dans l'inscription à l'état civil. Mais cela est plus important qu'un enjeu technique, c'est aussi la relation entre l'État et les citoyens. Quand on parle des récits, mon père nous a parlé de certaines choses. Je vais d'ailleurs tirer comme exemple ce qui a été dit ce matin, que le manque de préoccupation des Scandinaves envers l'État. Oui, les Scandinaves font confiance à l'État et l'État a mérité confiance. Il s'agit de bâtir, d'édifier les nations. Et donc, nous allons au-delà de la volonté politique. Et c'est aussi, il s'agit d'édifier des nations. Mais c'est très important. Vous avez parlé tous deux de comment est-ce que vous allez poursuivre cette initiative et aussi comment est-ce que vous avez fait la plaidoirie pour renforcer le CEC. Moi, je vais appuyer tout cela, mais je vais poser la question. Comment est-ce que vous liez cela au travail des autres agences qui travaillent sur les différentes facettes de l'ECEC? Quel est le lien dans le cadre de l'habitation des femmes, dans le cadre des systèmes de santé, tout ça là? Et là, nous ne parlons pas d'un enjeu académique, nous parlons d'un enjeu de plaidoirie parce que on renforce le cas tout en expliquant les pertinences de l'ECEC, mais aussi pour faire en sorte qu'il y a un cas pour édifier le système, pour édifier les différents enjeux de développement. En effet, nous essayons de faire le cas sur l'importance de l'ECEC et comment est-ce qu'il joue un rôle central dans le cadre du développement. Parce que quand on n'arrive pas à faire un dénombrement de la population, on ne peut pas offrir des services, on ne peut offrir des services qu'à partir d'estimatifs, de sondages. Et au moment où le sondage est fini, les données que vous aviez auparavant ne sont plus des données pertinentes, et surtout au vu du temps passé. Et je sais que quand on parle des indicateurs ECEC, des objectifs et comment est-ce que cela contribue au programme des ODG,
nous parlons de sources d'information pour pouvoir réellement avoir nos objectifs. Vous avez la moitié des pays au monde qui ont des systèmes auxquels on peut pas, sur lesquels on ne peut pas compter. Il y a que parfois une moyenne de 67% d'inscription à l'état civil à la naissance. Vous avez parfois des 50%, mais il faut savoir où est-ce qu'il y a une inscription. Cette inscription se fait dans le nord. C'est tout l'hémisphère au sud subsaharien n'est pas capable de refléter ces réalités. C'est là des défis. Et ce qui est important, c'est que quand on parle, on nous dit qu'on a besoin de statistiques, on a besoin de cela pour la bonne gouvernance, on a besoin de données qui sont générées, qui doivent être analysées, être utilisées et qui doivent contribuer au développement, à la planification de développement. Il nous faut aussi parler d'un argument économique. Pour décider comment ça peut être plus efficace au niveau des coûts. Il y a l'investissement dans les rôles électoraux, les systèmes de sondage, la mortalité, etc. Et ce qui pourrait nous donner comme un retour sur notre investissement. Parlons maintenant du document. Nous avons d'excellentes discussions aujourd'hui. La préparation, toutes les discussions qu'on a eues avec les présentateurs, eh bien, on espérait qu'il y aurait des enjeux et des discussions qu'on pourrait mettre sur papier comme discussion, comme action. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont très compliqués et on parle d'engagement particulier, mais on essaye de développer 7 actions clés. Vous les avez devant vous, en français et en anglais. Irina and myself will try to. Alors, ce que nous allons faire, c'est essayer de les résumer. Et s'il reste du temps, avant le prochain exposé, s'il reste du temps pour les réactions, à savoir si on a bien ciblé les enjeux, s'il y a certaines choses qui sont plus importantes que d'autres, qu'est-ce qui manque, est-ce qu'il manque des détails. Nous avons essayé de nous assurer de rester sur une page, mais bien sûr en français, c'est plus long qu'en anglais. Alors, si ça vous êtes d'accord, peut-être qu'Irina et moi, on pourrait vous en parler. Première action. Je vais en parler, Irina? Oui, vous l'avez à l'écran aussi. Et nous allons, de 2020 à 2030, mettre en place des actions. Nous voulons appuyer les pays, les systèmes qui favorisent l'inclusion des sexes. Et cela va un peu de pair avec ce que disait Ariane. Il faut considérer d'autres systèmes de données où on veut avoir un monde où tout le monde est égal. Alors, entre l'enregistrement des naissances, des mariages, des décès, etc., alors tout serait inclus dans la législation nationale. On a un peu d'historique. On a parlé ce matin du nombre de naissances non enregistrées. L'UNICEF dit 166 millions, un enfant sur 4. Mais peut-être qu'on pourrait ajouter ici l'enregistrement des décès. Alors, 50% des décès sont enregistrés actuellement. Si je considère qui détient les certificats et les causes de décès, beaucoup de pays ne font rien sur la cause des décès. On va apprendre davantage là-dessus demain et la qualité des causes de la mort ou du décès, dis-je.
Ici, on parle de statistiques de vie. Alors, on pourra attendre un peu à la fin. Everybody has it. Make comments on it. The other, recommendations and actions refers to. Les autres recommandations et actions touchent les statistiques, etc. et la non-coordination des jonctions entre les deux systèmes. L'inscription, souvent, il n'y a pas de communication entre les deux. C'est un défi éventuellement. Et c'est parfois même impossible. Alors, pour faire suite à ce qu'il disait Benoît ce matin, il est important de bâtir une culture d'utilisation des statistiques, de travailler de concert pour lorsqu'il n'y a pas 80 et 90 % de couverture pour la naissance et les décès, eh bien, quels sont les autres indicateurs? Et essayer d'y aller graduellement. Si un pays a 10 % de enregistrement, on pourrait aider les gouvernements et les acteurs à créer un certain élan pour encourager l'inscription. Il faudrait considérer la ventilation par âge, par sexe, par genre. La recommandation suivante, en fait, s'adresse à l'intégration des systèmes. L'intégration des systèmes qui regardent le management de l'identité, notamment l'état civil et les systèmes d'identité. Ah oui, j'ai pris le français parce que comme ça, je pense que là, vous allez vous réveiller un peu. Il est 5 heures de l'après-midi et au moins, mettant les casques, on va être plus dynamique. Je pense qu'une des choses, en effet, sur lesquelles on devrait se centrer dans la décennie qui vient, c'est surtout toute la problématique autour des conflits et des urgences et toute cette problématique de la fragilité. Nous avons 250 millions de personnes qui sont en train de bouger autour du monde. Il y a 65 millions de réfugiés, mais il y a d'autres types de migrants qui ont très peu été présentés ici aujourd'hui, mais qui peut-être méritent aussi notre intérêt en tant que communauté de pratique. Et aussi, notre intérêt, ce serait de voir comment ces systèmes d'état civil et de management d'identité se comportent dans des situations de risque, dans des situations de pression, et comment ils réagissent quand il y a effectivement un grand nombre d'événements qui doivent être enregistrés, et aussi travailler avec nos communautés pour voir en effet quel est l'impact de ces non-enregistrements, par exemple, dans leur vie et dans leur avenir. Le dernier peut-être qui me concerne, ce sont les efforts d'améliorer les systèmes d'état civil qui devraient en effet être plus sensibles et prendre en compte le plus les normes sociales, les environnements et aussi le cadre juridique où ils fonctionnent. C'est-à-dire ils fonctionnent tous au niveau, pour l'instant au niveau national et pas au niveau transnational. Ce serait intéressant de nous pencher en tant que communauté de pratique sur la recherche, comprendre les communautés pour lesquelles on travaille, qui sont-ils les plus marginalisées, les plus pauvres, qui sont dans des conditions, qui vivent dans les lieux les plus éloignés de la planète, qui n'ont pas de téléphone mobile, SMS et accès à WhatsApp et Dieu sait quoi encore. Et les comprendre et aussi les intégrer dans le discours central, afin en effet de développer et de renforcer des systèmes d'état civil qui sont un peu plus centrés sur l'être humain et qui ne sont pas tout simplement des systèmes qui demandent à l'être humain de se déplacer vers eux, etc., sans prendre en considération aucun environnement et aucun cadre et société dans lequel ces gens ils existent et ils évoluent. Thank you. So the next action, the fifth action for us is you've heard.
cinquième action, comme on vous l'a dit, on a parlé d'une demande de l'augmentation du financement pour les ESSEC. On dit que le financement doit être mobilisé au niveau national et international pour augmenter et améliorer les systèmes ESSEC. Alors, ce qu'on demande, c'est un financement pour les systèmes qui repose sur une optique genrée et bâtir les systèmes ESSEC par l'entremise des NSDS et demander aussi un financement international qui devrait venir renforcer le financement domestique. Alors, on demande un ajout de financement. Explorer des instruments pour assurer que les systèmes sont bien financés et que personne ne soit laissé pour compte. Alors, j'espère qu'on pourra faire un suivi là-dessus après-demain. La prochaine action, c'est... ça découle des commentaires qu'on a entendus aujourd'hui et des commentaires qu'on entend depuis assez récemment. Mettre les données à profit pour baser les politiques sur les données pour améliorer la vie des gens. Ici, on fait appel aux données tirées des systèmes d'ESSEC qui devraient être utilisées pour l'élaboration de politiques visant à améliorer la vie de tous les citoyens et atteindre un développement durable. On demande des systèmes efficaces qui se prêtent à un système accessible et disponible, non seulement pour la production des données, mais aussi sur la littératie des données et aider les usagers à comprendre davantage l'utilisation des données pour améliorer la situation à l'extérieur et à l'intérieur du gouvernement. La dernière action qui est très comblée, c'est et aussi appuyée par notre représentante jeunesse, c'est la diversité des parties prenantes, y compris les jeunes, qui devraient se réunir et collaborer pour combler les lacunes en matière de connaissances grâce à la recherche, au suivi des progrès, à l'échange de savoir-faire et au plaidoyer afin d'améliorer le profil des dimensions sexospécifiques de l'ESSEC et de l'identification juridique. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup d'informations très concrètes sur la nécessité de tous ces faits. Il y a aussi des gens qui disaient, bon, j'étais pas au courant ou on ne partage pas le nécessaire l'information. Donc, sur le côté sensibilisation, il y a beaucoup qui peut se faire pour informer les différents acteurs. Alors, voilà les 7 aspects. Ce que nous espérons dans notre note finale, c'est d'utiliser ce qui découle de cette conférence de permettre vos commentaires et vos suggestions aujourd'hui, ce soir et demain aussi pour nous assurer de développer un document d'action. Et on espère que par l'entremise de votre participation, que les liens seront faits. Il est important que ce plan soit relié à d'autres plans. Alors, je m'arrête là-dessus. S'il vous plaît, approchez-vous du microphone si vous voulez poser des questions. Moi-même, j'ai une question aussi, mais allez-y, s'il vous plaît, monsieur. Je voulais savoir, bon, est-ce qu'on fait assez attention aux deux côtés, aux deux des données. Il y a la course aux données. Je crois que ça devait être plus explicite. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, j'aurais pas dû parler. Mais moi, je dis qu'il faut vraiment cibler nos efforts. Ici, ça s'appelle Converge.
Le but, c'est de viser l'égalité des sexes. Et je ne crois pas qu'on puisse en parler sans parler des droits de la personne. Et j'admets que l'expression droit de la personne, ce n'est pas nécessairement le meilleur mot au niveau international, mais il faut être clair sur le fait qu'on se base sur les droits. On en parle là un peu dans le document. Oui, peut-être dans le 4e principe, oui. Le troisième, oui. Mais ça parle seulement des plus vulnérables. C'est une partie de l'image, ça. Au 4e point, on parle des environnements. Eh bien, il faut aussi que ça soit basé sur les droits. Il faut parler des droits en ce qui concerne les données. Je crois qu'on en a parlé aujourd'hui et on va en parler demain, après-midi aussi, mais on parle de l'intégration des systèmes. Je vous demanderai de bien y apposer une optique qui vise les droits. C'est très important. There are 2 microphones. Il y a 2 microphones. N'hésitez pas. Je ne sais pas qui était la première. Merci, Jim Banhagen, directrice des statistiques dans l'Asie et du Pacifique. C'est une excellente première version. Je vais aussi parler à Tom en après-midi. Donc, on aura l'avantage d'écouter tout le monde avant nous. Nous, on parle à notre table de la question de quelque chose qui n'est pas encore ressorti aujourd'hui. On met encore beaucoup d'attention sur la production des données, sur les statistiques des faits d'état civil. Mais je crois qu'il y a une certaine présomption qu'on fait que les données ESSEC devraient être utilisées comme preuve. Mais moi, je vois beaucoup de preuves qui sont établies, qui ne sont pas établies sur les dossiers d'état civil. Alors, il faut se rappeler que c'est un plan de développement 2030. C'est un plan de développement, pas un rapport, un plan de rapport. Hein? Alors, si on pouvait dire que les statistiques essentielles sur la vie basées sur les enregistrements, eh bien, comment on pourrait développer des systèmes d'enregistrement qui soient bien coordonnés, qui serviraient à beaucoup de besoins pour nous assurer que tout ce que nous faisons est vraiment fondé sur les preuves, sur des faits. Ce serait vraiment important de se pencher en particulier sur cela. Je suis Mia Harbitz, conseillère CRD sur les questions et les enjeux de l'identification, l'identité. Je reconnais que je suis dans une salle avec beaucoup de statisticiens. I realize that I'm in a room full of statisticians. The human rights perspective. Le côté droit de la personne, c'est très important. C'est primordial. Je crois que dans le document, on tend à mélanger les ESSEC, le droit à l'identité légale et le besoin de meilleures statistiques. The need for statistics. Je crois aussi que le besoin de statistiques ne cadre pas toujours bien avec la protection des données personnelles. On en a parlé beaucoup, hein?
pour les réfugiés et les autres personnes vulnérables, qui a le droit de faire la collecte de ces renseignements-là et qui va protéger l'identité des gens. Il y a aussi le côté vie privée qui devrait être priorisé aussi. Et les lacunes dans les connaissances de qui? Ce matin, j'ai bien aimé qu'on utilise le mot gouvernance à maintes reprises. Il s'agit en fait d'une question de gouvernance ainsi qu'une affaire de droit de la personne. Alors, les lacunes qu'on essaie de combler, qui est-ce qu'on vise là? Les chercheurs ou le besoin des pays d'avoir de meilleurs outils de prise de décision lorsqu'ils veulent mettre en place des politiques sur le développement économique, social et réduction de la pauvreté? One of the words that I really Un mot que j'aime pas du tout, c'est les systèmes d'intégration. Moi, je suis ingénieur et je n'aime pas cette notion d'intégrer les systèmes. Lorsqu'on parle d'information personnelle, parle la biométrie et les graphiques. Et aussi, c'est quoi la question, c'est quoi cette affaire de l'initiative de l'identité civile, électronique? Quelles identités? Numériques? Il faut vraiment préciser dans le libellé de quoi on parle. De plus, l'information qu'on vise à ventiler pour les besoins de l'identité, c'est un principe de faire la collecte des données minimales pour pouvoir prouver l'identité de quelqu'un, pour que cette personne puisse avoir accès aux avantages et aux services. Alors, il y a la dichotomie entre les besoins des statisticiens et la protection des données personnelles, des données privées. Johannes de Paris 21. Je vais prendre une autre perspective. Je dois vous dire que je suis vraiment surpris. Je participe à beaucoup de conférences, comme vous le faites sûrement, mais souvent, c'est pas souvent que on voit une conférence de 2 jours où nous avons à la fin de la première journée où nous avons 7 engagements d'action qui ont été mis sur papier pour discussion et je trouve ça extrêmement utile. Je comprends que c'est un document de travail qui demande notre rétroaction et on espère qu'en quittant demain, on aura quelque chose de concret. Normalement, dans les conférences, à la fin de la 2e journée, on a toute une liste d'énoncés assez générales et c'est que c'est bon pour ci et pour cela. Alors, je dois vous dire que je suis vraiment inspirée parce que je vois ce document concret. Je comprends bien qu'il existe des risques qui sont entraînés par cela. Il y a des gens, des spécialistes qui n'aiment pas certains mots, certains libellés, et c'est bien. Je vais ajouter mon point de vue là-dessus aussi, mais de mon point de vue, il y a 3 choses que je voudrais dire. De 1, qui est-ce qu'on vise avec ceci? Moi, j'ai l'impression, je travaille comme économiste en développement, beaucoup de statistiques, j'ai l'impression qu'on entre dans le technico-technique. Donc, mes conseils seraient de dire, si c'est pour un public dans le domaine du développement pour les agences, il serait utile. Je crois, bon, qu'on a tout le texte nécessaire, mais peut-être un peu de contexte pour encadrer de quoi on parle. Je crois que au début, on a bien parlé de ce qui est nouveau. On dit que les côtés techniques ne suffisent pas. Il y a aussi la question des normes sociales, mais le contexte, c'est important. Il faut parler des défis, des personnes vulnérables, la crise des réfugiés, tout cela. Alors, qu'est-ce qui est important? Quel est le problème principal? Quelles sont les solutions précises? Et
au lieu de fournir des instructions, eh bien, on parle de partenariat, mais on parle aussi de la production et de l'utilisation des données. Je trouve ça très utile. Alors, ça pourrait peut-être être une séance de rédaction. 2 autres points vis-à-vis le fond. Ce matin, ce que j'ai pas entendu, on a parlé bien sûr de la question de la valeur intrinsèque des essais et bon, c'est quoi l'avantage? Il y a bien sûr des avantages qui vont au-delà de l'aspect droit de la personne. Le fait de faire un décompte des personnes, c'est important, hein? Lorsqu'on parle de questions économiques, etc. Ça pourrait être quelque chose qui ferait l'objet de recherche. Mais voilà, je veux aussi renchérir ce que Ryan a dit plus tôt ce matin, le lien à la gouvernance, la question de la gouvernance et du renforcement des systèmes. Eh bien, on peut savoir que cela prend du temps de bâtir des systèmes et les donateurs, les barres de fonds visent les résultats à court terme. Alors, l'investissement dans les ESSEC, ça va prendre du temps. Ça ne donnera pas nécessairement des résultats qu'on peut mesurer dès le début, mais il faut considérer ces faits-là. Je sais qu'il y a beaucoup de commentaires, mais je pense qu'on devrait continuer. C'est ça hein, qu'on nous dit, en fait. Nous attendons le secrétaire parlementaire, donc on vous demanderait de continuer à donner vos commentaires de façon succincte. Voilà. Merci. Je suis Jenna du partenariat mondial pour donner... ce que je veux dire suit ce que disait Johannes. Je voulais vous féliciter, comme Johannes l'a fait, sur l'initiative de mettre sur papier les points d'action de façon concrète. Mais je voulais aussi parler de public cible et de vous donner le point de vue défense. Pourquoi est-ce qu'on fait cet appel à l'action? La valeur a été décrite lors du panel sur les normes. Qui est le groupe de référence? S'il y a suffisamment de gens qui voient que suffisamment de personnes le font, et plus les gens vont le faire. Comme on disait tout à l'heure, concernant le MGF, eh bien, c'est la même chose au niveau régional. Lorsqu'il s'agit d'engagement, de financement, de nouvelles approches, de repenser ce qu'on a toujours fait. Je crois que ça, c'est important dans ce cas-ci, parce que ce qu'on veut faire, c'est d'identifier les actions collectives qu'on pourrait faire. Alors, je vous encourage à réfléchir sur ce qu'on veut voir comme action collective et qui est-ce qu'on veut viser. Un autre point, on parle des questions de droits de la personne, des aspects positifs, négatifs sur l'utilisation des données. On voit beaucoup ça dans le développement durable. On a souvent l'optimisme technologique. On présume que tout va s'améliorer, mais on peut honnêtement dire que le système aura un effet néfaste sur certaines personnes. Aussi, la question de gouvernance des systèmes, c'est très important. Ce que moi, je vois comme lacune, c'est que Mia a dit qu'il y a peut-être une certaine confusion sur les systèmes, les données, de quoi on parle exactement. Pour moi, je dirais qu'il y a un point important à faire pour parler de comment les gouvernements travaillent ou non de façon efficace pour faire fonctionner les ESSEC et les données qui découlent de ces discussions. Quels sont les points d'action qu'on veut mettre en œuvre? Il y a la gouvernance et le gouvernement. Merci. Très brièvement, juste un petit commentaire. Le système ESSEC doit
être adapté aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire que les pays qui font face à des sinistres et aux désastres. Je pense qu'on doit mettre l'accent sur la vulnérabilité, pas seulement sur des personnes qui sont en position d'urgence. Nous parlons de personnes non alphabétisées, des gens qui ne parlent pas la langue de la communauté dans laquelle ils se retrouvent. Je crois qu'on doit peut-être élargir la définition pour englober toutes ces personnes. Merci beaucoup. Je suis d'accord aussi que ceci paraît assez bien. J'exhorterai que nous travaillions sur des actions et qui, par exemple, le point numéro 5, qui est le financement. Le financement. Tel qu'il est écrit, bien sûr, nous parlons de recommandations, bien entendu, mais cela ne portera pas fruit. Mon expérience en travaillant dans une institution, c'est qu'on peut se trouver bloqué par la recherche de financement. Je crois qu'il nous faut un cas clair sur comment obtenir le financement. Peut-être que votre argumentaire, c'est est-ce que c'est un programme économique? Il nous faut encadrer cela tel que un programme de développement et politique pour obtenir les financements. Parce qu'au FNUAP, nous préparons chaque année une chaire de recherche pour des besoins de développement. Et quand c'est une réalité statistique et de recherche, nous devons changer, renverser la tendance à travers un groupe de recherche. Oui, ça doit être écrit dans ce document. Si j'étais à tête du CRDI, ce n'est pas mon cas, moi je vais dire, s'il vous plaît, ne parlez pas d'argent. Parlez du cas et l'argent va suivre. Et l'écrit dans ce document pourrait ne pas être la meilleure stratégie. Good evening. Dan Pavel Dogi from the OSCE. Je suis du bureau de l'OSCE, Bureau des droits de la personne. Merci beaucoup de ce point de départ très rapide mais très pertinent. J'ai quelques petites suggestions, y compris pour des alternatives quant à la terminologie utilisée. Et je vais commencer par le point 2, où on parle de comment est-ce qu'on fait la collecte de données et comment est-ce que cela doit être fait. On parle de disséminer par genre, par géographie, etc. Mais je voudrais aussi souligner qu'on a entendu parler souvent, c'est de quand on parle de Rome, quand on parle de manque de données, de lacunes de données, nous devons nous voir que le point de départ, c'est avant tout la collecte de données, parce que très souvent, ce n'est pas le cas. Et comment est-ce que la collecte de données est faite et pour quel but? Bien sûr, c'est ce qui suit. Mais pour certains cas et pour certains groupes, la première étape, c'est qu'on se doit de le faire. Ensuite, pour ce qui est la protection des données, j'ai entendu souvent en Europe le prétexte de certains gouvernements pour dire « Ah non, nous ne faisons pas la collecte de données parce que ce sont des données sensibles. » Mais l'Union européenne ne l'a jamais dit. L'Union européenne a dit on doit le faire et pendant qu'on est en train de procéder, il faut s'assurer qu'il y ait des barrières sécuritaires afin de sécuriser les données, mais il vous faut obtenir les données parce que ça doit être la base pour définir vos politiques, ce qui relie tout ce que vous avez dit au point 6. Pour ce qui est du point 3, où on dit le système ESSEC doit être adapté pour le besoin des plus vulnérables, à savoir les personnes en situation de conflit ou d'urgence. Il y a des situations émergentes dues aux aléas naturels ou dues aux guerres, aux conflits, etc. Dans ce cadre, je voudrais souligner la population des Roms. Et cela s'inscrit dans les dispositions pour le plan de l'OSCE pour les Roms, où on dit que les États ont une obligation dans des endroits où la population rome a vécu pendant des années, dans
ont été installés, ils se doivent réellement d'officialiser ces campements et pouvoir les inscrire officiellement. Donc, il y a des lois qui sont là, qui permettent l'inscription de ces communautés qui vivent dans des limbes depuis des décennies. Donc, point 4, qui est que le système ESSEC doit tenir compte de l'environnement politique et juridique dans lequel ils existent. Moi, je crois qu'on doit tenir compte aussi des sensibilités liées à la collecte de données, à la protection des données, qui va contre les forums publics, parce que souvent, il faut tenir compte que parfois, les gens pourraient ne pas accepter que leurs données soient saisies. Et puis, il y a le processus de politique aux fins d'analyse et pour pouvoir avoir une autre vision. Moi, je voudrais qu'on articule en tenant compte des obligations internationales et l'obligation des gouvernements. Les gouvernements ont l'obligation de faire un examen des progrès périodique et évaluer les résultats de ces processus. Ils ont aussi l'obligation de faire ces transferts nécessaires de données. Mais moi, je suis content d'avoir pu présenter la problématique des Roms dans ce forum mondial et j'espère que la situation de cette population Rome fera partie des discussions, des débats et de toutes les stratégies à venir. Merci. Merci. Je m'appelle Sergeant Tugan. Je suis chef du bureau de statistique et je fais partie du secrétariat juridique des Nations Unies. Merci de l'opportunité de faire des commentaires sur ces enjeux très importants dès le premier jour. Bien entendu, il y aura un deuxième jour. Peut-être qu'il nous faut ajuster tout cela à la lumière des plans d'action tels que présentés ici. On a eu l'opportunité de mentionner le programme juridique des Nations Unies. Et je voudrais pouvoir prendre les devants sur la présentation de demain pour parler d'une approche holistique. L'année dernière, on a parlé de l'initiative proposée par le secrétaire général à cet effet. Et cela mène à avancer les SEC de manière holistique pour que cela fait partie des statistiques vitaux et des droits de tout un chacun. Je crois qu'il est important de tenir compte de l'interopérabilité et de voir que cette approche peut être faite dans le nouveau modèle proposé par Nations Unies qui dit aux États de ne pas prendre une approche par silo, mais sinon d'approcher le SEC de manière à ce qu'ils aient pour objectif d'avoir un mécanisme pérenne d'inscription à l'état civil pour générer des statistiques élargies et que cela soit inscrit dans la gestion et de chaque pays. Voilà le point sur lequel nous allons rendre compte demain. Ensuite, à travers le document, nous ne voyons pas, dans le cadre des initiatives des implémentations, qu'il faut pousser les pays à faire partie de leurs obligations, cette initiative. Ça, c'est quelque chose que nous faisons pas seulement pour les citoyens, mais on le fait pour la gouvernance, pour le pays. Donc, il faut un engagement de la part des gouvernements. Merci. Merci beaucoup. Je navré que nous gardions tout le monde ici. Moi, je vais être rapide. J'ai 3 suggestions et merci beaucoup de cette belle opportunité. Toutes mes problématiques sont
reflété dans les 3 premiers paragraphes. Avant tout, je voudrais demander aussi, à l'instar de la personne qui l'a fait avant moi, quelle est l'initiative que l'on vise? Je crois qu'il serait plus utile d'inscrire cela dans une discussion élargie d'édification d'un système de données des populations. Vous pouvez voir en cela un pilier d'un système global de population. Et pour distinguer cela de recensement, nous parlons de l'importance de le faire à temps, d'informations qui permettent de voir le mouvement des masses, pour voir le coût nécessaire pour les services à offrir des autres. Si vous mettez cela dans ce cadre, vous pourrez d'un coup faire le lien entre le CEC et les autres systèmes étatiques. Ensuite, ce que je ne comprends pas, c'est comment, en désagrégeant les statistiques de vie, vous pouvez arriver à trouver ces données. Parce que si vous avez des données, vous pouvez désagréger, mais comment savoir à quel point ils ne sont pas complets? Je pense que ce qu'il nous faut rédiger ici, c'est qu'il y ait un système de comparaison. Si vous avez mentionné le système de données dans le premier paragraphe, vous devez parler du potentiel de valider par comparaison, de comparer et d'intégrer les recensements. Et tout cela vous permet de voir qui est laissé pour compte. Et ça vous permet de voir tous ces points qui sont plus pertinents. Dernier point, et je voudrais appuyer ceux qui disent qu'il faut un point d'action juridique. Moi, ce serait le 3e point. Donc, c'est présenté tôt dans le document, des données sur la gouvernance, action juridique, mise en application, accès prioritaire, des mots comme ça, absolument. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment que ce document soit là. J'ai un commentaire plus général. Ces documents doivent nous offrir des actions clés. Et moi, je veux mettre l'accent sur l'action. Pour moi, ce document va attirer l'attention et dans des domaines clairs d'action. Ce document, tel qu'il est mis ici, oui, nous le comprenons, nous sommes d'accord avec, mais quand on parle d'action clé, moi, je voudrais voir quelque chose du genre pour coordination. Comment est-ce qu'on fait cette coordination? Financer. Comment est-ce qu'on approche le financement? Et quand on parle de financement, moi, je proposerais qu'on ait une avancée claire pour le financement à l'interne. Je crois que notre annoncé sera d'abord le financement à l'interne et ensuite passer à l'échelle internationale. Et finalement, je voudrais mettre un accent sur le rôle des jeunes de la société civile parce que mon expérience sur le terrain, c'est que c'est quand on dit des choses, les gouvernements les écoutent. Ils ont une manière de présenter ce qui se doit d'être fait, ce qui fait en sorte que les gouvernements prêtent l'oreille. Aussi, j'ai une réflexion, c'est que peut-être que le document devrait parler clairement à la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on attend de la communauté internationale? Les pays, oui, mais qu'est-ce qu'on veut que les pays fassent? Et aussi les jeunes, on doit mettre aussi les universitaires, les enseignants. Je suis Gwen Gregson de UNICEF Sud-Est Asie. Pour en revenir à cette chose, je voudrais parler de l'approche du mythe des droits de la personne, liant cela avec le respect de la vie privée. On oublie par ici qui est propriétaire des données, parce que les données appartiennent à l'individu même. C'est l'individu qui rend compte des données, ce n'est pas le gouvernement. On met ces données dans le système, mais il faudrait que ce soit clair à qui appartient le gouvernement. Parfois, dans ce document, nous traversons cette petite frontière. Aussi, par exemple, sur la deuxième recommandation,
quand nous parlons de toutes ces données qui vont être recueillies, il y a un risque quand on va faire la collecte des données dans le processus d'inscription à l'état civil. Il se peut que vous ne puissiez pas le faire comme vous voulez parce que vous imaginez la réalité en zone de guerre. Est-ce qu'on veut des données, mais la collecte de données, est-ce que cela va avoir une incidence sur le droit de la personne et est-ce qu'on peut faire mauvais usage de données? Et puis, numéro 7, il faut qu'il y ait un consentement informé. Il va falloir respecter la vie privée et le flot d'informations. Donc, je crois que le respect de la vie privée doit être souligné. L'autre point, et là, je rebondis sur ce qui a été dit auparavant, on parle d'idées, mais sans parler d'identité juridique. Qu'est-ce qu'on entend par cela? En Asie du Sud-Est, et c'est peut-être Jeanne qui devrait en parler, mais en Asie, du Sud, il y a un groupe de registres civils et inscrit dans le cadre du plan d'action pour l'Asie du Sud-Pacifique. Et dans cette initiative, c'est écrit qu'il y a un lien entre l'identification civile, parce qu'on parle de ça, en parlant d'identité, et l'inscription à l'état civil. Mais on ne parle pas du lien, parce que le lien, ce serait l'intégration. Il y a une relation. Cette relation pourrait apparaître de différentes manières dans différents pays, mais on ne pousse pas pour l'intégration parce qu'il y a des problèmes autour du respect de la vie privée. Pour cela, donc, il nous faut réfléchir à comment est-ce qu'on s'y prend. Finalement, et c'est assez élargi dans son aspect parce que nous parlons de possession. Le système appartient plus au gouvernement qu'à la personne. Moi, je viens d'UNICEF, là. Et vous savez, on parle d'agence de développement et on s'adresse à des gens en tant qu'entité de développement. Donc, le financement international aussi. Est-ce qu'il s'agit de définir quelle est la valeur addée au registre civil? Enfin, je pense que le ton est différent et l'approche diffère dans ce cas. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être aussi succincte que possible. Je voudrais d'abord faire écho du compliment de tous sur le travail excellent. Tenez compte que l'équité du genre est une focalisation de cette conférence. Je voudrais qu'il y ait un libellé qui reflète cela. Je crois que dans l'information initiale, il pourrait y avoir une phrase ou deux qui parle de l'écart du genre et comment est-ce que le CRD veut le combler. Et ensuite, il y a qu'on parle aussi de ce que l'on entreprend les choses sans discrimination. Et puis, soit recommandation numéro 1, moi, je ferai une expression explicite à l'accès aux documents sans égard du genre et comment est-ce que il y a un impact du manque d'inscription d'état civil des enfants sur les naissances. Et puis aussi, je voudrais qu'on écrit quelque chose sur la nationalité pour ceux que de l'entité juridique. Et sous 4, moi, je suggérerais qu'il faut inclure sous l'élimination de toute forme de discrimination. Moi, je suggérerais que l'on écrit de manière explicite, incluant la discrimination basée sur le genre. Et numéro 6, quand on parle d'informations détaillées, que l'on parle de l'usage de l'information qui sera analysée pour tirer des leçons. Et moi, je dis tout ce qui est fait pour avancer l'équité des genres. Merci beaucoup. Nous allons continuer cette discussion demain. Nous avons la secrétaire parlementaire qui est avec nous.
Ah oui, vous voulez qu'on continue? On continue. Pour rebondir sur ce qui a été dit, moi, je regardais ce document et je sais que c'est un début excellent. Je suis content que ce soit un document évolutif. Je vais dire, faisons attention pour ne pas garder le programme pour le détourner vers l'équité de genre. L'équité de genre peut aider à le CEC, mais qu'est-ce que le CEC fait pour promouvoir l'équité de genre? On parle de renforcer le libellé et comment est-ce qu'on peut intégrer l'égalité du genre. But it's more of a mindset, right? So what we want to Nous voulons faire attention. we need to revive CRVS and the interest in CRVS and C'est ce que je voudrais pas, c'est qu'on passe de l'ECSC pour dire équité de genre et quel est le point d'entrée. J'apprécie vraiment ce qui a été fait et que surtout qu'on soit conscient du fait que les femmes et les enfants ont été laissés pour compte à la lumière de l'ECSC et comment est-ce que cette intégration sera palliée si on pouvait implémenter cela dans le document pour qu'on n'instrumentalise pas les femmes et les enfants ainsi que l'inéquité pour répondre à la collecte de données et de statistiques. Merci beaucoup. Oh, ça a été merveilleux. Je dois dire que vous nous avez tous aidés à écrire le document pour cet après-midi et pour aujourd'hui et pour demain. Et on va l'utiliser pour faire une conclusion par rapport à ça. J'ai entendu une contribution merveilleuse. On a besoin de principes et pour comprendre que ce que nous faisons aide à édifier des pays, et la gouvernance des données dans les pays. Et bien sûr, le SEC s'inscrit dans l'équité des genres et mène à l'équité du genre aussi. Et avoir des balises pour le respect de la vie privée et de la sécurité. Et tout cela est très important. Et nous devons réfléchir dessus. Mais je dois dire aussi que je suis très impressionnée parce que plus que je n'aurais pensé, nous avons beaucoup avancé dans la rédaction du document et surtout sur sa traduction dans un plan d'action. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Dominique Charron pour présenter la secrétaire parlementaire. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est une discussion assez fournie cet après-midi.